Bonjour. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est l'interview pour CMP. Vous êtes Guy Molena. Je suis Loris Achili. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez présenter votre métier? Qu'est-ce que vous faites? Très brièvement, qu'est-ce que vous faites? Et ensuite, venir un peu dans le détail sur votre parcours D'accord. qui vous a amené ici. Donc effectivement, je suis Guy Molena, j'ai 59 ans et je suis donc maître de conférence à l'université Paul Sabatier. Comme tous les enseignants-chercheurs des universités de France et de beaucoup de pays au monde, j'ai donc une double activité, l'activité d'enseignant et l'activité de chercheur. Voilà. Donc l'activité d'enseignant, c'est donc à Paul Sabatier et actuellement j'enseigne surtout des TD et des TP. J'ai un seul cours magistral en MECA 2 à l'automne. J'enseigne en licence. D'accord. En licence 1 ou en licence 2 ou en licence 3. Même si avec la licence flex, le concept d'emblée n'a plus trop de sens. Mais voilà. Donc, et avec la répartition des... Voilà. des et alors, cet enseignement, dans mon cas, cette année et l'an dernier, c'était à peu près réparti entre les 2 semestres. Okay. Et quelle charge de travail ça représente? Les enseignants-chercheurs en France, qu'ils soient maîtres de conférence ou qu'ils aient le grade au-dessus, qui est le grade de professeur, qu'ils soient donc maîtres de conférence ou professeurs, tous les enseignants-chercheurs de France doivent assurer 192 heures d'enseignement par an. Voilà, ça c'est la charge d'enseignement et c'est la chose qui est vérifiée. D'accord. Ça c'est contrôlé très strictement. Le nombre d'heures d'enseignement que l'on fait, il faut assurer ces 192 heures. C'est l'équivalent de vos 35 heures semaine. Oui, alors c'est annuel. Voilà. Oui. Alors ça fait, on va en parler, 192 heures. Alors si on rentre dans le détail, mais c'est vraiment des détails qui ne sont pas très importants, quand on comptabilise les heures d'enseignement, 1 heure de TD ou 1 heure de TP, ça compte 1. Okay. Mais 1 heure de cours magistral, ça compte 1,5. Okay. Voilà. Et avec ça, on établit sa charge d'enseignement sur l'année. D'accord. Voilà. Et alors 192 heures qui sont réparties vraiment chacun à la répartition qu'il souhaite ou qu'il a par défaut. Voilà. Donc si on décide de faire beaucoup d'heures d'enseignement au premier semestre, eh bien, on peut avoir pas beaucoup d'heures d'enseignement au second ou vice-versa, ou d'avoir des choses très équilibrées entre les deux ou pas. Ça, c'est vraiment à chaque enseignant-chercheur de décider de cette répartition-là d'heures. D'accord. Mais en termes, donc 192 dit comme ça fait pas beaucoup, puisque si on considère qu'une année c'est grosso modo 2 fois 12 semaines, ça ferait donc 24 semaines d'enseignement par an, et 24 semaines d'enseignement, donc ça ferait une moyenne de 8 heures par semaine. Et donc, sans compter le temps que vous passez à peut-être rédiger des sujets, à corriger, aussi à aider des étudiants à répondre à des mails. Voilà, absolument. Ça, c'est une moyenne. Donc ça fait une moyenne de 8 heures par semaine sur 24 semaines par an d'enseignement, c'est-à-dire donc d'être présent devant les étudiants, soit en cours, soit en TD, soit en TP. Dans mon cas, j'ai 18 heures sur ces 192 heures. Il y en a 18 que je fais sous forme en tant qu'enseignant référent. D'accord. Je suis enseignant référent j'ai à peu près 80, je crois, ou 70 étudiants de première année dont je suis le référent. Ça représente une charge de travail pour les inscriptions au premier semestre, pour les inscriptions pédagogiques du second semestre, et puis je suis... Pour le suivi également. Le suivi, voilà. Donc ça fait partie, il y a certaines tâches dans l'université qui sont payées, qui sont payées, entre guillemets, en heures. Voilà. Donc tous les gens qui ont des responsabilités peuvent avoir des heures. Et alors, dans la pratique,
comme vous le disiez, il y a les heures de préparation, les heures de surveillance d'examen, les heures de correction de copie, les heures de réunion pour préparer le semestre, les heures de réunion de jury, les heures de réunion de pré-jury, etc. Donc, en gros, on considère que, et je trouve que dans mon cas, en tout cas, ça correspond à peu près à la réalité, on considère qu'en France, quand on met tout bout à bout, tout ce qui tourne autour de l'activité enseignement, ça fait à peu près un mi-temps. Voilà. Grosso modo, pour un enseignant-chercheur, l'enseignement, c'est la moitié de son temps. Alors ça peut être plus ou moins, selon qu'on a beaucoup de responsabilités en enseignement ou pas beaucoup, selon qu'on renouvelle régulièrement ses matières ou qu'on enseigne toujours la même chose, etc. etc. Mais c'est un ordre de grandeur et dans mon cas, ça correspond à peu près à ça. Et donc l'autre moitié du temps, on est censé être chercheur, puisqu'on est donc enseignant-chercheur. Voilà. Vous savez que dans la recherche publique française, il y a les chercheurs à temps plein, les chercheurs qui travaillent par exemple pour le CNRS, les chercheurs qui travaillent pour l'INSERM dans le domaine de la santé, les chercheurs qui travaillent à l'INRAE dans le domaine des recherches en agronomie. Voilà, il y a un certain nombre de structures publiques de recherche pour lesquelles il y a des chercheurs à temps plein. Et puis il y a tous ces enseignants-chercheurs qui sont dans toutes les universités de France. Et donc dans cette deuxième mi-temps, c'est le travail de recherche. Voilà. Et donc les enseignants-chercheurs en général, ils dépendent d'un laboratoire qui peut être sur le campus de l'université ou ailleurs, qui peut être un laboratoire de l'université ou qui peut être un laboratoire du CNRS ou un laboratoire de l'INSERM si on est dans le domaine de la santé ou de l'INRAE si on est dans le domaine de l'agronomie. Voilà. Il y a des laboratoires privés Alors à ma connaissance, non. À ma connaissance, un enseignant-chercheur, il est payé par son université. En France, les enseignants-chercheurs sont payés par les universités. Les universités ont leur propre autonomie en ce sens-là. C'est elles qui gèrent leur masse salariale. Et donc, un enseignant-chercheur, il est payé par l'université. Et non, je ne pense pas que sa recherche, il puisse la faire dans le privé. En tout cas, je ne connais pas cette situation. Je pense pas. Et dans mon cas, donc, moi, je suis dans un laboratoire qui n'est pas sur le campus, qui n'est pas très loin d'ici, qui est sur Rangueil, qui est à 3 stations de métro d'ici, qui est le laboratoire du CNRS, qui s'appelle le CEMES, C-E-M-E-S. Donc sur le site web, c'est donc www.cemes.fr. C'est un laboratoire donc, qui principalement de physiciens, même s'il y a quelques chimistes, qui travaillent sur un laboratoire donc, principalement de physiciens, je le disais, des expérimentateurs, mais aussi quelques théoriciens. Et je dirais le dénominateur commun de tous ces gens dans ce laboratoire, c'est de faire le lien entre l'architecture à l'échelle atomique de la matière, de certains matériaux, et leurs propriétés macroscopiques. D'accord. Donc dans mon cas, très concrètement, je travaille dans une équipe de recherche dans ce laboratoire où on se préoccupe de propriétés particulières qu'on appelle les propriétés mécaniques, c'est-à-dire les propriétés de résistance à la déformation qu'ont des matériaux. Et dans notre équipe, beaucoup d'entre nous, on travaille sur des matériaux qui peuvent être appliqués dans le domaine de l'aéronautique. Donc des matériaux résistants pour pouvoir être utilisés dans le fuselage des avions, ou des matériaux résistants qui puissent être utilisés dans les moteurs, dans les turboréacteurs des avions. D'accord. Ça c'est un peu voilà. Et donc dans notre équipe, en lien avec la ligne de recherche du CEMES, on étudie la matière plutôt à l'échelle microscopique, avec des microscopes électroniques notamment. Et on essaie de comprendre le lien entre telle ou telle organisation de la matière à l'échelle atomique ou à l'échelle moléculaire et la résistance ou pas d'un matériau. Voilà. La résistance en fonction de la température, la résistance en fonction des efforts qu'on lui soumet. Voilà. Ça, c'est ma thématique de recherche. Et dans mon cas particulier,
Je dirais que, donc, comme tout enseignant-chercheur, j'ai 2 casquettes, la casquette d'enseignant, la casquette de chercheur. Mais dans mon laboratoire, j'ai aussi une 3e casquette. Je suis le responsable de la communication du laboratoire. Donc c'est moi qui m'occupe de... Je me suis occupé de faire réaliser un nouveau site web, c'est moi qui m'occupe de l'actualisation du site web, c'est moi qui m'occupe d'organiser les séminaires internes du laboratoire, c'est moi qui m'occupe organiser des portes ouvertes, etc. Okay. etc. Donc c'est une activité, j'ai une 3e activité qui me prend pas mal de temps. Voilà, ça c'est dans mon cas particulier. Oui. Alors je vais vous poser une question en particulier sur votre activité de chercheur. Dans votre laboratoire, est-ce que vous travaillez sur des matériaux composites? Et comment vous abordez ce... Non, alors dans notre labo, enfin, c'est pas mon cas et c'est pas les gens, c'est pas le cas non plus des gens qui travaillent avec moi et c'est pas le cas des gens qui travaillent dans ce laboratoire. On ne travaille pas sur les matériaux composites. D'accord. Okay. Voilà. Ça c'était plus une question pour moi. Oui, bien sûr, ouais. Donc du coup, est-ce que vous pourriez venir en détail sur votre parcours? Oui. Peut-être quelles études vous avez fait? Oui. Des formations éventuellement? D'accord. Donc bon, j'ai eu un bac scientifique qui à l'époque s'appelait le bac C. Et ensuite, donc, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai été pris à l'INSA de Toulouse. Ça, c'était en 1983. Et donc, j'ai fait les 5 ans de formation d'ingénieur à l'INSA de Toulouse, ce qui m'a mené en 88. Et dans cette école d'ingénieur, j'avais pris à différents départements. Et à l'époque où j'y étais, il y avait 7 ou 8 options possibles. Et moi, j'avais pris l'option qu'ils appelaient génie physique. Et c'était donc une formation en 3 ans, donc les 3 dernières années d'études, après la prépa intégrée. C'était beaucoup autour des propriétés des matériaux semi-conducteurs. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, sur Toulouse, c'est plus le cas aujourd'hui, il y avait une forte activité sur les semi-conducteurs, avec IBM notamment, si je ne me trompe, ou Motorola plutôt, il y avait des fabricants de puces électroniques. Et donc, il y avait la problématique d'avoir des ingénieurs qui connaissent bien ces matériaux particuliers que sont les matériaux semi-conducteurs, qui sont utilisés donc qui sont à la base des puces, des microprocesseurs. Voilà. Et donc, à la fin de cette formation, moi, tout ce que on avait appris en physique des matériaux, ça m'avait beaucoup plu. Et j'étais un peu frustré de ne pas en savoir plus. Et plutôt que de commencer à travailler comme ingénieur, j'ai eu envie de faire une thèse, voilà, de faire un doctorat. Quand j'ai commencé mes études, j'y pensais pas du tout. Je savais même pas si ça existait, peut-être si, je sais plus. Mais j'ai découvert ça en cours de route. Et j'ai eu une opportunité intéressante, sans rentrer dans les détails, à cette époque-là, il y avait le service militaire qui était obligatoire. Oui. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire mon service militaire comme ce qu'on appelait à l'époque scientifique du contingent, c'est-à-dire que pendant 1 an, j'ai pu faire de la recherche sur des matériaux qui intéressaient l'armée. Et ça m'a permis d'enchaîner avec un doctorat. Et c'est ce que j'ai fait. Okay. Et donc, c'était déjà au CEMES, qui ne s'appelait pas à l'époque le CEMES, mais qui est devenu le CEMES entre-temps. Voilà. Et pendant la thèse que j'ai soutenue en 91, j'ai eu l'occasion, la possibilité de faire de l'enseignement. C'est-à-dire que ça existe toujours aujourd'hui. Il y a, parmi les enseignants que vous avez, il y a peut-être parmi les plus jeunes, voilà. Parmi les plus jeunes, peut-être parmi les plus jeunes des enseignants, vous avez en face de vous des doctorants. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle les DCE, docteur, je sais pas quoi, enseignant. Je crois que ça s'appelle le DCE, bon, peu importe. Donc, à mon époque, ça commençait, à cette époque, quand j'avais cet âge-là, il y avait l'équivalent, quelque chose d'un peu équivalent. Et donc, j'ai eu la possibilité de découvrir qu'est-ce que c'était que l'enseignement. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, pendant la thèse, je me suis dit que ce que j'aimerais bien faire après la thèse, ça serait enseignant-chercheur, pour cette double casquette de chercheur, mais aussi d'enseignant.
Et ça découlait naturellement de ce que vous aviez Voilà. connu Voilà, de ce que j'avais connu, lors de de ce votre que j'avais parcours. fait, et Oui. surtout, ça dépendait directement de cette expérience que j'ai pu avoir pendant la thèse, de pouvoir donner quelques heures d'enseignement. Voilà, j'ai découvert ça et ça m'a beaucoup plu. D'accord. Et à la fin de la thèse, donc, j'ai eu la possibilité, c'est une époque, il faut le dire, où il y avait pas mal de postes. Le gouvernement, il y avait de l'argent pour créer des postes. Et donc, c'était une époque un peu dorée, à la différence d'aujourd'hui, où il y a très peu de postes. Donc, c'était à l'époque où je suis arrivé, on va dire, sur le marché des enseignants-chercheurs, c'était, je pense, j'en suis sûr même, beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Et il y avait des postes, donc. Et je ne suis pas rentré enseignant-chercheur tout de suite, mais pendant 2 ans, après la thèse, j'ai continué d'être enseignant-chercheur sous un statut qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle ATER, A-T-E-R, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Et donc, c'est comme, on va dire, c'est comme un maître de conférence ou enseignant-chercheur, mais en CDD, si vous voulez. Okay. Voilà. Donc, j'ai eu un contrat d'1 an qui a été renouvelé une fois. Et à la fin de ces 2 ans, ben, j'ai eu la chance que cette année-là, à ce moment-là, il y a eu c'était un peu la tonalité générale, il y a eu des postes créés et à Paul Sabatier. Et alors moi, en fait, dans toute la France. Donc cette année-là, quand j'ai fini, j'ai candidaté à des concours de maître de conférence. Je me rappelle que j'étais allé candidater à Lille, à l'université de Lille, à l'université de Marseille, l'université de Poitiers, et j'avais candidaté aussi à l'université de Toulouse, à Paul Sabatier. Et il y a une part de hasard là-dedans, mais pas que. Voilà, j'ai pu avoir un poste de maître de conférence à l'université Paul Sabatier. Si je me souviens bien, ça devait être quelque chose comme en 1993. Et voilà. Et donc ça, c'est ma formation, mon parcours initial. Et dans mon cas, j'ai eu pendant 13 ans une interruption dans ma carrière d'enseignant-chercheur. C'est-à-dire que de 2007 à 2020, j'étais à Barcelone. Pendant ces 13 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant les 4 premières années de ces 13 ans, j'étais attaché scientifique de l'ambassade de France en Espagne. C'est-à-dire que donc ce poste-là, mon rôle, c'était de faire de la veille scientifique et technologique sur ce qui se passait en Espagne. Okay. Et d'en rendre compte au gouvernement français, d'en rendre compte donc, à la France. Et je dépendais donc de l'ambassade de France à Madrid. Je ne dépendais pas du consulat de France à Barcelone. Mais j'étais localisé à Barcelone. Donc mon bureau était à Barcelone. J'ai fait ça pendant 4 ans parce que c'était un contrat de 4 ans. Donc c'était dans mon cas ce qu'on appelle dans la fonction publique un détachement. C'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement supérieur, pour 4 ans, m'avait, entre guillemets, prêté au ministère des Affaires étrangères. D'accord. Voilà. Et à la fin de ces 4 ans, à la fin de ce contrat, mais au lieu de revenir à Toulouse, reprendre ma vie normale, on va dire, j'ai fait le choix de me mettre en ce qu'on appelle toujours, pareil, dans la fonction publique française, de me mettre en disponibilité pour convenance personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, se mettre en disponibilité? C'est quelque chose qui est vraiment un luxe dans le domaine du travail. C'est que vous arrêtez d'être payé, moi en l'occurrence dans mon cas par l'université Paul Sabatier, mais en tant que fonctionnaire, on vous garde la place pendant 10 ans. D'accord. Voilà. On peut vous la garder jusqu'à 10 ans. Oui. Alors ça, c'est très bien parce que ça permet de tenter des choses. Et puis si ça ne marche pas, on a un parachute. Tranquillement, d'accord. De revenir, voilà. Et donc moi, j'ai profité de ce privilège, on va dire, de cette possibilité pour... pendant 9 ans, je n'ai pas épuisé totalement les 10 ans possibles max auxquels j'avais droit. Pendant 9 ans, donc après les 4 ans à l'ambassade, 9 ans de plus, j'ai été à Barcelone, j'étais auto-entrepreneur. Okay. Voilà. Donc j'ai eu une vie pendant 9 ans
pendant 13 ans assez différent d'enseignant-chercheur. J'ai jamais perdu le contact avec le monde de la science et de la technologie, mais j'ai complètement perdu pendant 13 ans le contact avec le monde de l'enseignement, notamment, et le monde aussi de la recherche, puisque pendant les 4 ans à l'ambassade, c'était de la veille scientifique et technologique, mais ce n'était pas de l'enseignement, ce n'était pas de la recherche. Et les 9 ans que j'ai fait comme auto-entrepreneur, là aussi j'étais un peu en contact avec le monde de la science et de la technologie, parce que mon principal travail, ça avait consisté à être le responsable de la communication d'un parc d'entreprises du gouvernement catalan. Et donc j'étais en contact avec le monde de l'innovation, on va dire, le monde de la recherche, mais je n'étais pas du tout enseignant et je n'étais pas du tout chercheur. Voilà. Et au bout de 9 ans, presque au maximum possible, il faut, comme on a droit à 10 ans, mais au bout de 10 ans, quand on atteint le maximum, il faut prendre la décision de dire, voilà, j'arrête d'être fonctionnaire et je continue sur ma trajectoire. Ou au contraire, non, je reviens, avant de le perdre, je reviens prendre ma place. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Au bout de 9 ans, j'ai fait le constat que auto-entrepreneur, par définition, c'est un métier compliqué, parce que par définition, c'est une source d'incertitude, puisqu'il faut avoir des clients et de la clientèle, etc. Donc ça c'est la réalité de mon parcours personnel. Je suis donc revenu à Paul Sabatier il y a 3 ans. 3 ans et quelques. Voilà. Mais ça, c'est une particularité de mon parcours qui vous intéresse peut-être pas, parce que si vous vous posez effectivement la question d'être enseignant-chercheur, effectivement, pour moi, c'était important dans ma vie, mais c'est anecdotique. Mais ça fait partie des choses qu'on peut savoir. Quand on est dans la fonction publique en général, il y a ces possibilités. Oui, mais après, c'est intéressant aussi de voir toutes les diversités des parcours. En ce sens-là, mon parcours, il n'est pas le plus linéaire. Oui, c'est sûr. Après, j'ai fait une ou deux entrevues déjà avec d'autres professeurs, notamment l'année dernière en DVE. Et c'était aussi, il y avait aussi pas mal. Sur 2, il y avait un qui était très linéaire et un autre qui était plus, pas chaotique, mais beaucoup moins convenu, comme le vôtre en fait. Donc c'est intéressant aussi de voir cette diversité. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin. J'aurais une dernière question. Est-ce que vous auriez des conseils éventuels pour un élève comme moi qui voudrait faire le même parcours? Oui. Bon, alors oui, un conseil, il y en a un qui est pour moi évident, c'est que le monde de la recherche en France, que ce soit la recherche à temps plein, genre chercheur CNRS, ou que ce soit enseignant-chercheur dans une université, quelle qu'elle soit, ou une école d'ingénieurs, quelle qu'elle soit, c'est, en tout cas aujourd'hui, c'est très compétitif. Il n'y a pas beaucoup de place. Et ça, c'est une chose. Et donc, mon conseil, il est très concret, très immédiat, très terre-à-terre, c'est de construire, de faire tout votre possible pour avoir tout le temps les meilleures notes possibles. Pourquoi? Parce que si vous voulez viser un métier qui ressemble à ça, ou en cours de route évoluer, mais dire, mais par exemple, je finirai ingénieur, ou je ferai un doctorat, mais après je serai ingénieur, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui font ça, qui font un doctorat, puis après, par exemple, je le vois dans mon laboratoire, des jeunes qui font un doctorat, puis après, ils sont pris niveau ingénieur et au-dessus, à Airbus, par exemple. Donc, ils ont un métier de cadre, un métier d'ingénieur, et c'est plus tellement de la recherche pure. En tout cas, mais enseignant-chercheur ou chercheur, il faut viser le doctorat. C'est le diplôme qu'il faut. On va, pour le dire avec des mots courants, un bac plus 8. Voilà. Et donc, c'est compétitif, ça veut dire qu'il y a du monde. Et donc, s'il y a du monde, c'est les dossiers, on va regarder les dossiers des étudiants, les uns par rapport aux autres. Et donc, il faut avoir, des bonnes cases cochées en vert le maximum. Avoir un bon doctorat, mais pour avoir un bon doctorat, il faut être dans un bon labo. Pour être dans un bon labo, il faut avoir eu un bon master. Pour être pris dans un bon master, il faut avoir eu une bonne licence. Et tout se tient. Et donc, il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession qui vous gâche la vie. Ça serait absurde. Mais être conscient que si c'est une voie que vous envisagez, pour vous en donner les moyens, c'est d'avoir tout le temps les meilleures notes possibles. Voilà.
Voilà. Ça veut dire parce que quoi? Parce que par rapport au master, ben on va regarder, ça dépend, il y a des masters, ils n'ont pas trop d'effectifs, ils ne sont pas trop sélectifs. Bon, si ce que vous passionne, ça passe par un master qui n'est pas très sélectif, tant mieux pour vous. Mais si le domaine de recherche qui vous intéresse, c'est un domaine qui passe par des masters sélectifs, ben, on va regarder votre relevé de notes. Oui. Et donc, il faut que votre relevé de notes de licence, ben, il soit le meilleur possible. Alors, on va regarder vos notes, mais peut-être que ce qu'on va regarder le plus, et les deux sont liés, bien sûr, ce qu'on va regarder le plus, c'est peut-être la dernière colonne, c'est votre classement. Oui. Parce qu'une note, bon, c'est difficile de dire, moi, j'ai eu 9, j'ai eu telle matière avec 13,2 sur 20. L'optique, ou je dis n'importe quoi, l'optique, 13,2. Bon, mais moi, je ne sais pas si 13,2 à Paul Sabatier, qu'est-ce que ça vaut par rapport à 13,2 à l'université de Poitiers. Bien sûr. Et donc, personne ne le sait. Donc,